15h45, oui, 5. Nour Bendimired nous rejoint. Bonjour Nour, bienvenue. Bonjour Guillaume. Directeur des investissements d'Ivesta Family Office. Vous allez rendre votre verdict et le prononcer dans un instant face au marché. Ce moment qu'on va vivre, cet instant, ce verdict, est-ce que vous l'assumez ? Alors j'estime et je l'assume, dans une allocation patrimoniale, Bitcoin a clairement gagné sa place. Oh non. Dans une allocation patrimoniale, dites-vous, Bitcoin a clairement gagné sa place. Mais vous rigolez ? Il a perdu 30% en moins d'un mois, là. Alors effectivement, c'est un actif risqué qui reste très volatile, mais néanmoins, Bitcoin a quand même des caractéristiques intrinsèques très intéressantes dans une allocation diversifiée. Alors peut-être d'abord, si on repart d'une définition très rapide de Bitcoin, Bitcoin c'est un actif digital qui a deux principales caractéristiques. Tout d'abord, c'est un actif rare. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin émis, minés, et cette limite est inscrite dans son protocole. Ensuite, c'est un actif décentralisé. Oui. C'est-à-dire que sa gouvernance est éclatée et fragmentée entre tous les mineurs de son réseau. Et ces deux caractéristiques sont extrêmement intéressantes dans un contexte où, du côté des économies développées, on voit quand même des tensions budgétaires majeures. Et du côté des banques centrales, certaines, notamment la Fed, la banque centrale américaine, voient sa crédibilité, son indépendance parfois remise en question. Donc ces deux caractéristiques, la rareté, la décentralisation, sont extrêmement intéressantes, puisque finalement, alors qu'on peut toujours imprimer plus d'euros, plus de dollars, on ne pourra jamais imprimer plus de 21 millions de bitcoins. Et vous êtes dans le camp de ceux qui pensent que du coup, à long terme, l'histoire fera encore monter le Bitcoin, parce que justement l'expansion monétaire, les questions sur l'indépendance de la Fed, mais surtout le fait que la Fed se mette à ne plus réduire son bilan, la BCE aussi risque de moins en moins de le réduire, voire un retour du QI un jour, tout cela redonnera plus de valeur au Bitcoin qu'aux devises comme l'euro ou le dollar, c'est l'idée. Exactement, c'est un actif qui permet de protéger un patrimoine contre le débasement monétaire, donc c'est la perte de valeur de la monnaie. Bon, donc vous y croyez, vous estimez que oui, le Bitcoin a gagné sa place, dites-vous, dans une allocation patrimoniale. On voit certains continuer de croire que le Bitcoin ira à 1 million de dollars, 1,5 million, pourquoi pas d'ici 2030. Ça vous paraît farfelu ou vous vous basez aussi là-dessus pour dire qu'il en faut ? Alors, on évite de faire des projections en termes de prix, c'est extrêmement difficile. Et Bitcoin est un actif très particulier qui n'a pas vraiment de valeur intrinsèque. Donc faire appliquer des méthodes de valorisation traditionnelles à un actif aussi particulier que Bitcoin, effectivement, c'est un peu dangereux. Néanmoins, effectivement, on pense qu'à très long terme, la valorisation, le prix de Bitcoin peut très largement s'apprécier et la réserve de performance est extrêmement forte. La valeur de Bitcoin réside dans un facteur principal, la confiance. Et cette confiance a été renouvelée, affirmée par de nombreux investisseurs. Historiquement, c'était beaucoup d'investisseurs particuliers, un peu geeks à la base, puis ça s'est démocratisé. Mais on voit aussi dès à présent, enfin maintenant, depuis notamment 2024, avec l'émergence des ETF, notamment aux États-Unis, que de nombreux investisseurs se sont emparés de Bitcoin. C'est le cas des États. Le Salvador, historiquement, était plutôt précurseur, mais les États-Unis, et donc c'est quand même le pays le plus important en termes de market cap sur les marchés, mais également de PIB au niveau mondial, les États-Unis ont un gouvernement qui est très pro-crypto. Oui. Les États donc, adoptent Bitcoin, s'en emparent. Les entreprises, on peut parler du cas des Bitcoin Treasury Company, mais également d'autres entreprises. MicroStrategy, on pense tout de suite à Stratégie aux États-Unis. Exactement, mais également des initiatives européennes. On a des banques, donc des banques de premier plan comme JP Morgan, qui maintenant proposent de mettre des Bitcoins et des Ethereum, en collatéral de crédit. Donc vraiment les institutions financières. Ça c'est dingue. C'est dingue. Exactement. C'est une marque de confiance très forte de la part des institutions financières, des États, des bitcoins en collatéral de crédit, voire même parfois de crédit immobilier. Ça, c'est... Exactement. Ouais. Mais on a également des investisseurs institutionnels, et là quand on regarde notamment du côté des endowments, ces fonds de pension, les fonds de dotation des grandes universités telles que Harvard, qui dans leurs fonds de dotation allouent une part qui reste minime, mais qui devrait grandir dans le temps à Bitcoin. Mais quitte à y investir, pourquoi pas le faire à travers, vous citiez ces entreprises qui mettent des bitcoins en trésorerie et qui sont cotées en bourse. Il y a Stratégie aux États-Unis. Éric Larchevêque, c'est l'actu de la semaine, il a lancé le lancement d'une boîte qui, justement, elle est déjà cotée en bourse, mais il en prend le contrôle et il va faire en sorte que sa trésorerie soit bitcoin à l'avenir. Pourquoi pas investir dans ce type de boîte plutôt que directement bitcoin ? Parce qu'on est dans BFM Bourse ici, c'est pour essayer de relier les deux mondes que je vous pose cette question. Alors, c'est un moyen très intéressant d'investir dans les cryptos. Néanmoins, on considère que pour une allocation patrimoniale diversifiée de long terme, avoir déjà une exposition à Bitcoin pur
est déjà très intéressante. Néanmoins, c'est vrai que les Bitcoin Treasury Company, et notamment les françaises, peuvent avoir un aspect patrimonial intéressant, puisque ça permet notamment, dans un PEA, donc ces valeurs, celles de Capital B par exemple, ou la future Bitcoin Treasury Company d'Éric Larchevêque, peuvent être intégrés dans des PEA. Donc c'est vrai que d'un point de vue patrimonial, ça permet de booster la performance d'un PEA. Mais on considère quand même que sur le plan patrimonial de long terme, avoir une expo à Bitcoin, une expo plus pure, et donc, déjà très intéressant. Pour vous, qui est le plus fou? Parce qu'on dit toujours Bitcoin, enfin certains disent, les pros Bitcoin disent c'est l'or numérique, et puis les autres disent c'est l'or des fous. Qui est le plus fou? Celui qui choisit de ne pas y investir ou celui qui investit au cours actuel? On est à 87 000 $. Qui est le plus fou? Ne pas en avoir, c'est un risque. Et en avoir permet d'augmenter, d'améliorer la qualité d'un portefeuille. Effectivement, aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que c'est un bon prix? Quand on a des perspectives de long terme et qu'on s'affranchit de la volatilité de court terme, on considère que le prix intéressant reste un très bon, le prix actuel, reste un très bon point d'entrée au vu des perspectives de long terme. Quelle part dans une allocation patrimoniale? Alors, ça va dépendre de votre profil de risque, mais disons entre 2 et 5% d'un patrimoine diversifié. C'est une cote-part qui nous paraît être intéressante, qui permet à la fois de booster les perspectives de rendement d'un portefeuille, et de par sa caractéristique de décorrélation, la diversification, Bitcoin permet de réduire le risque global d'un portefeuille. Alors décorrélation, on l'a beaucoup vu corréler au Nasdaq ces dernières semaines. Quoi. Malgré tout, il y a des moments où c'est assez décorrélé, puis alors d'autres où c'est le Nasdaq en pire. Quoi. Alors c'est intéressant. Premièrement, peut-être un petit point sur les dernières semaines. Bitcoin n'a pas suivi le Nasdaq, on a vu le phénomène inverse. Bitcoin a corrigé avant le Nasdaq. Donc c'est plutôt le Nasdaq qui a suivi Bitcoin. D'accord. Pour être un peu plus précis sur l'actualité des dernières semaines. Et ensuite, effectivement, lors des phases de correction, on a des recorrélations globales. Donc tous les actifs sont amenés à se recorréler dans les phases de correction de marché. Donc c'est vrai que lors des phases de correction, Bitcoin peut être amené à se recorréler momentanément aux classes actives traditionnelles. Mais sur le long terme, sur le moyen et long terme, on observe une vraie diversification, une vraie décorrélation entre Bitcoin et les classes actives traditionnelles. Bon, c'est très intéressant et c'est vrai que de plus en plus d'investisseurs en bourse s'intéressent aussi aux cryptos et les jeunes parfois arrivent à la bourse par les cryptos. Ils ont découvert l'investissement par les cryptos, puis ensuite la bourse. Certains se disent attention quand même Bitcoin parce que le quantique va casser le code du Bitcoin, la sécurité du Bitcoin. Le quantique sera peut-être d'ailleurs plus rapide à arriver qu'on imagine. Oui, c'est un risque. C'est un risque qui est certain, qui est pourtant pour l'instant est lointain, on n'y est pas encore, et surtout c'est un risque qui n'est pas uniquement, qui s'implique pas uniquement à Bitcoin, mais qui s'applique à l'ensemble de la sécurité de nos sociétés, pour vos codes bancaires, pour l'armement, pour le militaire. C'est un risque global. Donc effectivement, c'est un risque qu'il ne faut pas négliger, même s'il y a déjà des initiatives de certains protocoles qui essaient d'être quantum résistants. Mais effectivement, c'est un risque qu'il ne faut pas négliger, mais qui est pour l'instant très lointain. Bon, en bourse, le rallye de fin d'année, vous y croyez ou pas? Alors, étant donné que généralement la fin d'année est plutôt haussière sur les marchés, aujourd'hui, le vrai sujet, c'est la politique monétaire américaine. On a vu ces dernières semaines les marchés actions rebondir sur la hausse des anticipations, le pourcentage d'anticipation de baisse de taux du côté de la Réserve fédérale américaine. Et effectivement, aujourd'hui, dans un contexte où les fondamentaux des sociétés sont plutôt très bons, avec une saison de publication de résultats qui a été plutôt de très bonne facture, et une banque centrale qui devrait retrouver un ton accommodant, on peut s'attendre à un rallye de fin d'année. En tout cas, les risques sont peut-être plutôt haussiers que baissiers à ce niveau-là, dans un contexte où notamment la panique s'est emparée des marchés, alors que finalement on a eu une baisse qui a été relativement modérée, et les contextes de panique du côté des investisseurs sont souvent des bons points d'entrée. Nour Benny Meren, merci beaucoup d'être passé nous voir sur le plateau de BFM Bourse. Ivesta Family Office régulièrement à nos côtés.